Québec, c'est plus qu'une simple ville carte postale. Québec, un lieu où l'on tisse et maintient des liens avec les autres nations. Québec est une ville de relations, l'endroit où on échange, on conclut, on signe et on ratifie. Derrière ces cocktails, ces événements et ces inaugurations, grouille tout un monde d'influence diplomatique. Parmi les diplomates de Québec, 24 portent le titre de consul honoraire. Chacun d'eux représente un pays. J'ai décidé de cette mission de devenir consul honoraire à la base parce qu'il y avait un intérêt de ma part vers l'international. Le Pérou, c'est venu par une invitation d'accepter ce poste-là, alors qu'on était quelques-uns à soumettre, si on veut, notre candidature au consulat général du Pérou à Montréal. Et puis, bon, pour différentes raisons, on m'a sélectionné. Aussi de l'intérêt d'être m'impliquer dans la communauté, d'être le lien entre les ressortissants péruviens et le consulat général du Pérou ou l'ambassade à Ottawa. Également de participer à des rencontres, des rencontres avec le consul général lorsqu'il se présente à Québec ou l'ambassadeur, donc avec les gens du politique, par exemple. Moi, je me plais à dire qu'on est le trait d'union entre le consulat général du Pérou, qui est le représentant officiel, si on veut, au Canada du Pérou, de même que l'ambassade à Ottawa. Alors, le trait d'union entre eux et les ressortissants péruviens à Québec, et aussi entre eux et la mairie, par exemple, le politique. Donc, on fait le lien, quelque part, pour représenter au niveau local le Pérou. Vous serez peut-être étonné de savoir que beaucoup de Québécois communiquent avec moi. Il y a plus de Québécois qui communiquent avec moi qu'il n'y en a de Mexicains. Les Québécois, d'abord, veulent, par exemple, ceux qui veulent faire affaire avec le Mexique, faire du commerce, soit vendre, soit d'acheter. D'autres veulent faire des études au Mexique. D'autres Québécois veulent aller comme touristes en voyage. Et certains... J'ai plusieurs appels des Québécois qui ont un dossier et qui veulent savoir s'ils seraient acceptés au Mexique, s'ils peuvent entrer. Parfois, c'est souvent redirigé vers les autorités canadiennes et québécoises parce que, dans le fond, quand on regarde un consulat, le consulat est là avant tout pour aider les ressortissants du pays. Donc, je suis là avant tout pour aider les Mexicains. Et évidemment, dans une question de dire, bon, on a besoin d'un visa, d'une légalisation, d'un papier dont a besoin les Canadiens pour faire affaire, le consulat offre aussi ces services-là. Les gens qui sont en charge de faire la promotion des activités du Québec et le développement du Québec sur les marchés étrangers, c'est alors le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Donc, c'est parfois aussi de leur expliquer ces différences-là, de les retourner également en disant, bien, appelez à tel ministère, il y a un pupitre Mexique là-bas, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider, vous fournir de l'information stratégique, etc. Donc, cette espèce d'aiguillonnage-là, là, oui, on le fait souvent. Les ressortissants péruviens qui vivent à Québec et qui viennent cogner ici à la porte ont souvent des demandes reliées à leur passeport ou à leur pièce d'identité. Alors, comme je l'ai mentionné, ceci doit être fait par le consulat général à Montréal. Donc, je les réfère tout simplement à Montréal. Parfois, des gens de la Ville de Québec se questionnent sur des visites éventuelles au Pérou. Est-ce qu'ils ont besoin d'un visa? Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'ils peuvent séjourner? Bon, ça également, je peux répondre brièvement à tout ça, mais je les mets en lien normalement avec le consulat général du Pérou à Montréal. Il y a des moments, évidemment, quand nous avions des renouvellements de passeports, les légalisations, les visas,
Bien, ça pouvait être quelques rendez-vous par semaine, donc c'était beaucoup plus important. À l'heure actuelle, je dirais que j'ai la chance d'avoir Madeleine Thérien qui, étant la consul honoraire, fait ça depuis maintenant plus de 40 ans et elle y travaille énormément. Ça me rapporte beaucoup. D'abord, ça me tient éveillée à tous les problèmes et puis c'est très enrichissant. Ah oui, j'ai trouvé que j'y gagne beaucoup. Dans le cas de Madeleine, toutes les semaines, elle met beaucoup d'heures. Dans mon cas, un peu moins, je dirais même beaucoup moins. Ça dépend des circonstances. Donc, à certains moments, bien, je vais être plus active. Ça dépend de ce qui se passe. C'est cette expérience que j'ai acquise au fil des ans qui me permet maintenant de trouver une réponse qui satisfasse la personne qui communique avec moi. Voilà l'endroit où je travaille, ma fonction de consul honoraire du Mexique. Vous l'avez décoré à Je votre goût. l'exerce ici. Vous l'avez décoré bien. Oui, ce sont des pièces que j'ai rapportées du Mexique. Évidemment, ce sont des copies. Les originaux sont au musée. Oui. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qu'on a ici là, d'abord? Ici, vous avez un tableau du groupe des Huichol. Et tout ça est symbolique, évidemment, pour eux. Et le tableau, il est fait avec de la laine collée sur la base. Travail. Puis il y a toujours le fameux drapeau officiel. Et le important. drapeau, ici, avec l'emblème du Mexique, qui représente la fondation de la ville de Tenochtitlan, qui aujourd'hui porte le nom de Mexico. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'aspect culturel. Et à ce point de vue, le Mexique est très riche. Et le Mexique attache une très grande importance à la diffusion de sa culture. La photo du président. Et en l'occurrence, vous avez ici le président Peña. C'est récent, cette photo-là. 2014. Racontez-moi comment ça s'est passé, le contexte de la Ah, photo. bien, c'est que le président a donné un très grand repas avec orchestre, enfin. C'était très, très impressionnant parce que d'abord, il m'avait assise à sa droite, ce qui est d'abord un grand honneur. Et nous étions sur une tribune. Et au loin, c'était grand, il y avait toute l'équipe des journalistes et des télés, bon. Et je vais vous dire, c'était très impressionnant. Ça coupe un peu l'appétit, pour tout dire. Et alors, moi, comme j'étais à côté de ce président, je me suis fait la réflexion que ça devait être une charge très ennuyeuse pour lui d'assister à tous ses déjeuners, à tous ses repas. Alors, j'ai décidé, moi, de le dérider. Alors, nous avons ri. Le président, il y avait à ma gauche le ministre du Commerce, je pense, je ne sais plus. Et puis, alors, nous avons ri pendant tout le repas. Et après, pour me remercier, il m'a fait l'abrasso. On a voulu me photographier, mais ça a été pas permis, les photos avec le président, dans les circonstances. Ce n'était pas permis. Et pendant le repas, évidemment, les journalistes ont dû se retirer. Donc, il y pour avait ne là pas quelque chose. photographier le président pendant le repas. Donc, c'était votre relation privilégiée avec le Tout président. à fait. Et le lendemain, on m'a apporté les journaux du Mexique, et j'ai vu ma photo avec le président dans les journaux.
Moi, je dirais de culture, les Québécois et les Mexicains s'aiment beaucoup. On est des gens qui sommes latins, on est des gens friendly des deux côtés de la frontière. Donc, ça va bien. Il faut aussi savoir que la délégation du Québec, le gouvernement du Québec est présent à Mexico depuis, mon Dieu, c'est une des plus vieilles délégations qui avait été faite. Donc, les échanges, les bureaux, autant à tous les niveaux, hein, les échanges qui peuvent se faire de gouvernement à gouvernement, que ce soit les ministères de l'éducation, de la santé, que ce soit l'accueil de travailleurs mexicains qui viennent ici, par exemple, sur des programmes à ce moment-là spéciaux qui ont été faits pour répondre à des besoins. Les étudiants, on a beaucoup d'étudiants qui sont dans nos universités du Québec ou encore des Québécois qui vont dans les universités mexicaines pour aller faire des stages, des parties de programme. Donc, ces liens-là, c'est facile, c'est présent. Il y a une bonne communauté mexicaine à Québec qu'on n'a jamais vraiment été capable de quantifier. Maintenant qu'on a pu refaire tous les passeports et beaucoup de citoyens mexicains sont devenus citoyens canadiens. Donc, c'est un bon signe d'intégration. Oui, tout à fait. Puis c'est une communauté qui s'intègre très, très bien au Québec, là, autant au niveau culturel. Il y a beaucoup de communautés également latino-américaines parce que, bon, il y a beaucoup d'immigration, beaucoup d'étudiants et beaucoup d'affaires qui se font avec l'Amérique latine de façon générale. Voisin immédiat des États-Unis, le Mexique est un pays renfermant plus de 124 millions d'habitants. Le Mexique, de son vrai nom États-Unis du Mexique, est une république fédérale. La population mexicaine est plutôt jeune, la moyenne d'âge est de 27 ans. L'accord de libre-échange des Amériques, l'ALENA, conclu en 1994 entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, a largement contribué à l'essor économique de ce pays hispanophone. Selon les dernières données de 2017, le commerce bilatéral de marchandises se situait à plus de 43,3 milliards de dollars. Mexico, la capitale du Mexique, est l'une des plus grandes agglomérations du monde, avec environ 21 millions d'habitants. Le Mexique est le pays avec le plus grand nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO dans tout le continent américain, avec un nombre total de 35. Il faut se rappeler qu'on est là avant tout au bon désir du gouvernement mexicain et on est là pour assister le gouvernement mexicain et les citoyens mexicains. Donc, notre rôle, c'en est un qui est aussi un rôle d'aide à quelqu'un, un citoyen mexicain qui sera en difficulté. Autrefois, les premières années, nous avions également toute la portion des visas, des renouvellements de passeports. Évidemment, maintenant, avec les nouveaux passeports sécurisés, etc., et les machines que cela présuppose et les enquêtes que cela présuppose, toutes ces fonctions-là ont été rapatriées au consulat général à Montréal, tout comme à l'ambassade. Donc, ce bout-là de travail, nous le faisions énormément dans les dernières années, dans les premières années, mais maintenant, c'est beaucoup plus l'appui aux communautés, les relations diplomatiques, d'assister également aux rencontres auxquelles notre ambassadeur ou notre consul général peut nous convier, parfois avec le gouvernement, avec des délégations parlementaires, avec des délégations de gens d'affaires et autres. Donc, on est là, dans le fond, pour faire le pont. Le consulat ouvre plusieurs portes. Hein? Alors, ça, oui, je reçois nombre d'invitations. En tout premier lieu, la culture, les racines. Nous sommes des Latins. Alors, déjà, il y a beaucoup de points qui nous unissent. Oui, à ce point de vue-là, oui. Et puis, les Québécois aiment beaucoup aller au Mexique. Et d'autre part, les Mexicains qui viennent ici s'établir, eh bien, ils s'adaptent très facilement à notre mode de vie, à notre manière de penser. Mon rôle, en fait, les lignes directrices qu'on aurait pu me donner initialement,
sont pas si importantes que ça. Il faut se rappeler que c'est quand même un rôle bénévole, donc je ne crois pas qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une implication soutenue à chaque semaine, de plusieurs heures par semaine. Mais lorsqu'il y a besoin, bien, il faut se rendre disponible. Je fais, par exemple, ici, nous faisons à notre cabinet, une fois par année, ce qu'on appelle un consulat itinéraire. Donc, à ce moment-là, les gens du consulat viennent à mon bureau et on reçoit les ressortissants péruviens pour soit renouveler leur passeport, leur émettre des cartes d'identité, donc aux enfants qui sont les nouveau-nés, par exemple, ou les jeunes enfants. Puis, alors, au lieu de les faire déplacer à Montréal une fois par année, on fait ça à Québec. Autrement, je n'ai pas d'autorité de signature, d'autorité quelconque de pouvoir signer des documents consulaires. Donc, les gens doivent se déplacer tout de même à Montréal. Je me vois comme une diplomate, non pas professionnelle, non pas de carrière, mais je dirais de cœur et de responsabilité, parce qu'on a quand même des responsabilités de prudence, de toujours faire bien, évidemment, être diplomate dans tous les sens du terme. Donc, je pense que c'est important. Je le fais, j'ai toujours fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup je vous dirais, de sérieux également, parce que quand on représente un pays, les relations entre pays, c'est précieux. Quand ça se détériore, on voit les guerres et ce genre de choses-là. Donc, évidemment, on n'est pas des professionnels, nous, les consuls honoraires, mais on est là pour aider au maximum, pour aider à cette intégration-là des cultures, des peuples. Donc, je pense que c'est un rôle qui est très important. Il faut le rappeler aussi que c'est un rôle qui, dans la majorité des cas de consul honoraire, est un rôle qui est bénévole. On fait tout ce travail-là sans aucune forme de rémunération de la part du pays que nous représentons. Le rôle des consuls, c'est effectivement pas juste d'assister à des cocktails. Oui, il y en a, c'est sûr, il y a des fonctions diplomatiques. Lors que ce soit une visite présidentielle ou ce genre de choses-là, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de répondre au quotidien, au téléphone aux gens parfois qui appellent. Je vais vous donner des exemples concrets, là. Le téléphone sonne, la personne veut aller se marier au Mexique. Des Québécois, ils veulent savoir comment ça fonctionne. Des Mexicains qui veulent renouveler leur passeport, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont besoin d'un papier particulier pour obtenir un travail comme quoi ils n'ont pas d'antécédents judiciaires. Il y a des cas malheureux de citoyens mexicains qui tombent malades ici ou qui décèdent. Donc, des gens qui vont perdre leur passeport alors qu'ils sont sur des croisières, des choses comme ça. Donc, il y a toute cette partie-là de travail, je dirais, au quotidien avec des humains. Avec des humains canadiens, québécois, avec des Mexicains également, ou encore des gens de totale autre nationalité qui vivent ici, mais qui ne sont pas des citoyens canadiens. Par exemple, des résidents français ou d'origine française ou cambodgienne ou peu importe, et qui décident ils ont besoin d'informations pour savoir est-ce que j'ai besoin d'un visa, je vais aller faire des vacances à Acapulco. On a de tout, là. Il y a des gens qui nous appellent pour avoir de l'information touristique, là. Mais là, bon, évidemment, on essaie de les relayer à d'autres personnes. On n'est pas des agences touristiques, évidemment, là, mais... J'ai toujours aimé l'international. J'ai travaillé à l'étranger quelques années. Alors, cet attrait-là par d'autres pays, je l'ai toujours eu. D'être impliqué dans ma communauté, de pouvoir, quelque part, être le lien entre les ressortissants péruviens, pouvoir aider un petit peu, c'était d'après moi, c'était ce qui m'intéressait. Je pense que c'est un rôle d'interface. OK? C'est vraiment d'être en mesure de penser que si à un moment donné, ils ont un problème ou ils ont une question, bien, ils ont quelqu'un qui peut appeler. On n'aura pas nécessairement la réponse à toutes leurs questions. On n'est pas en mesure de tout faire pour eux. On est souvent obligé de les rediriger vers le consulat général ou vers l'ambassade, évidemment, parce que ça va dépendre des responsabilités ou du type de documentation qui peut seulement être émis par ce genre de choses-là. Mais c'est de penser à nous comme étant, justement, cette interface-là entre deux cultures, entre un pays, une première ligne qui peuvent appeler. Moi, je vous dirais, autant au niveau... social que économique. Évidemment, économique, bon, moi, je me tiens très au courant de tout ce qui se passe, là-bas. Mon travail, je suis une avocate de commerce international. Je suis le directeur des affaires internationales du cabinet d'avocats Jolicoeur-Lacasse, mais ça, c'est mon travail de tous les jours. Mais ce que je fais tous les jours me permet aussi d'avoir beaucoup d'informations puis de pouvoir aider du côté des entreprises qui cherchent de l'information. Lorsque j'ai été nommé, je connaissais tout de même
peu du Pérou. J'y étais jamais allé. Et c'était pas un prérequis de la part du consulat de nommer un Canadien, un Québécois ou quelqu'un qui est natif de la ville de Québec, de connaître tant de choses du Pérou. Mais évidemment, dès que j'ai été nommé, je me sens pressé de dire allons en voyage. C'était mon premier voyage d'été. Je me posais la question où on devait aller. Alors, on était allé au Pérou en famille. Et là, on a visité le Pérou pendant 3 semaines, Lima et différents lieux touristiques un peu partout. Donc, je me suis imprégné de la culture péruvienne, la nourriture qui est excellente, renommée d'ailleurs partout en Amérique du Sud, Amérique centrale, comme étant une cuisine, une bonne cuisine. Alors, 3 semaines de s'imprégner de cette culture-là, des gens, de la façon qu'ils leurs habitudes de vie, etc. Donc, voilà. La République du Pérou est un pays d'Amérique du Sud bordé par l'océan Pacifique, l'Équateur, le Brésil, la Bolivie et le Chili. Les Péruviens sont 32 millions d'habitants, à peine un peu moins que la population canadienne, mais habitant sur un territoire 9 fois plus petit. Le Pérou est à 45 % peuplé de descendants des Incas, tels que les Quechuas et les Aymaras. Avec son célèbre Machu Picchu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et récemment voté comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, le Pérou a beaucoup développé son industrie touristique dans les dernières années. Les nombreuses exportations énergétiques provenant des mines et des hydrocarbures ont dopé la croissance économique du Pérou dans les dernières années. La gastronomie péruvienne est également à l'origine du plus récent intérêt touristique pour le pays. Lorsque je suis allé au Pérou, j'ai trouvé les gens vraiment accueillants, sympathiques. Ce n'est plus ce que c'était le Pérou. Là, au niveau de la sécurité, aujourd'hui, on voyage et on se sent bien au Pérou. Évidemment, c'est emblématique aller au Machu Picchu. Alors, c'est un lieu qui parle. Alors, c'était aussi fort intéressant d'apprendre sur les ancêtres, les Andes, les différents lieux historiques, les paysages à couper le souffle aussi. Et ça change du terrain montagneux à terrain désertique et la mer, l'océan. Donc, vraiment plusieurs paysages et les gens, partout où on est allé, fort sympathiques. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez au Mexique? Eh bien, je voyage dans différentes régions pour avoir toujours des aspects que je peux ignorer ou que j'aime revoir pour voir les changements à travers le temps. Et là, mon prochain voyage, je compte le faire dans la région de Veracruz, sur le Golfe, et parce que je vais revoir la région où l'on cultive la vanille, qui est originaire du Mexique. Les Mexicains qui viennent s'établir à Québec, par exemple, souvent, ils viennent pourquoi? Pour travailler, oui, uniquement pour des raisons économiques. Sauf, par exemple, pour des raisons sentimentales. Ils travaillent, ce sont des travailleurs acharnés et puis fiables. Et oui, je sais que où ils sont employés, ils sont appréciés. Dans les relations Québec-Pérou, principalement, les entreprises qui seraient davantage intéressées touchent les mines, donc les ressources naturelles, aussi les produits alimentaires. Donc, ce sont les 2 principales industries là, où il y a
il y a beaucoup de relations entre le Pérou et le Canada. Il y a le côté culturel aussi. Alors, c'est aussi une industrie, l'industrie culturelle. Le Pérou a beaucoup à offrir, une histoire tellement riche. Alors, il y a aussi tout ça à promouvoir. Alors, à travers mes différentes fonctions ou à titre d'avocat, je garde les yeux ouverts toujours, que ça touche le Pérou ou non. Alors, c'est comme une petite carte cachée que j'ai toujours qui me plaît à sortir lorsque c'est opportun pour pouvoir inciter une entreprise d'ici à aller au Pérou ou peut-être découvrir un nouveau marché qu'ils ont jamais découvert. Alors, Faire c'est penser. fait partie de mon rôle, faire penser que vous pensez au Pérou, peut-être on peut vous aider, on met en lien avec les instances peut-être plus économiques. C'est pas Montréal, ça peut aller à Toronto. Alors ils ont le Pérou, par l'intermédiaire des consulats et de l'ambassade, peuvent aider les entreprises d'ici, certainement, à promouvoir leurs produits au Pérou. Selon moi, le Pérou recherche, en prenant quelqu'un de la Ville de Québec pour les représenter, à être le lien avec les institutions et, entre autres, le siège du gouvernement du Québec étant ici. S'ils ne peuvent se déplacer, ils vont me demander d'être présent à leur place. Donc, être vraiment ce lien entre eux et les ressortissants aussi péruviens, mais surtout les différentes instances publiques et politiques. Tous les consuls, c'est des gens qui ont été nommés parce qu'ils étaient soit des ressortissants du pays, je ne suis pas mexicaine, donc c'est des gens qui avaient l'intérêt face à un pays, qui étaient prêts à donner de leur temps pour aider les gens, aider les entreprises, aider les pays pour une plus belle diversité, pour un meilleur fonctionnement, je dirais, planétaire. C'est du bénévolat, mais je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est un grand don de soi, c'est quand même fort agréable d'occuper ces fonctions-là. Moi, personnellement, je regarde tous mes collègues. Il y en a comme Madeleine Thérien depuis 40 ans, mais il n'est pas la seule. Il y a des consuls honoraires que ça fait des 10, 15, 20 ans et des plus jeunes également. Je salue le bénévolat que tous ces gens-là ont fait, puis l'intérêt puis le dévouement qu'ils font, parce que, encore une fois, il n'y a pas de paye. Hein? Il n'y a pas de... Des cocktails, là, moi, dans ma vie, j'en ai à tous les jours. Là, hein? Je suis en droit des affaires. Là. Je vais à la chambre de commerce, je vais partout. On ne va pas là pour avoir une bouchée puis un verre de vin. Là. On fait ça parce qu'on pense que ça peut peut-être faire la différence. Et dans le fond, ça le fait souvent, pour bien des gens. Dans le prochain épisode des Consuls honoraires, on n'a pas de formation particulière. C'est une fonction qu'on occupe lorsqu'on peut, parce que la majorité d'entre nous a un travail à temps plein.